Durant l'année 1990, un petit livre intitulé Shrek fut publié par l'auteur William Steig, alors âgé de 83 ans. Ce récit narre les aventures d'un ogre qui vit dans un marais isolé et mène une vie tranquille et solitaire. C'est un personnage peu conventionnel qui préfère éviter les autres et vivre en paix avec lui-même. Lors d'une interview accordée au New York Times, l'écrivain révéla que l'inspiration pour ce livre lui était venue en observant la manière dont la société traite souvent ceux qui ne correspondent pas aux normes traditionnelles de beauté. Son intention était d'écrire une histoire célébrant l'idée que la véritable beauté réside à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est ainsi que Shrek est né, comme une rébellion contre les contes de fées traditionnels où les héros sont souvent beaux et parfaits. L'auteur décida donc de créer un protagoniste qui, malgré son apparence extérieure monstrueuse, possède un cœur généreux et des qualités admirables. Ce livre va tomber dans les mains du producteur John H. Williams, qui, en le lisant à ses enfants, va rapidement comprendre le potentiel de cette histoire pour en faire un nouveau long métrage d'animation chez DreamWorks. Il en parle alors au PDG Jeffrey Katzenberg qui est chaud pour lancer le projet. Chaque projet de développement commence par une proposition. Et la mienne est venue de mon enfant qui était alors en maternelle, en collaboration avec son frère en école maternelle. Lors de notre deuxième lecture de Shrek, l'aîné a commencé à réciter de larges passages du livre en prétendant pouvoir les lire. Même en tant qu'adulte, je trouvais Shrek extravagant, irrévérencieux, iconoclaste, grossier et tout simplement très amusant. C'était un personnage de film formidable en quête d'un film. L'année suivante, en 1991, Steven Spielberg acquit les droits du livre en vue de produire un film d'animation traditionnel en 2D avec Bill Murray pour le rôle principal et Steve Martin pour celui de l'âne. Mais ce n'est qu'après la fondation de DreamWorks en octobre 1994 que le projet prit véritablement son envol. Cette nouvelle société de production fut fondée par 3 personnalités de renom dans le domaine du divertissement. Jeffrey Katzenberg, ancien employé de Disney ayant joué un rôle majeur dans le développement de films tels que La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Le Roi Lion, David Geffen, figure influente de l'industrie musicale et du divertissement, et bien sûr Steven Spielberg. DreamWorks se forgea rapidement une réputation avec la sortie en 1998 de Fourmise et Le Prince d'Égypte, qui rapportaient respectivement 171 et 218 millions de dollars. DreamWorks Pictures et PDI présentent Fourmise. Le scénario de Shrek passa entre plusieurs mains, d'abord celle de Ted Elliott et Terry Rossio, scénaristes d'Aladin, puis celle de Joe Stillman et de Roger Schulman, scénariste de Balto. Engagé en tant que réalisateur, Andrew Adamson était en désaccord avec Katzenberg sur le ton du film. Alors que le producteur envisageait un film d'animation destiné à un public aussi bien enfantin qu'adulte, Adamson souhaitait y inclure des blagues sexuelles. C'est le mec qui bouffe le cul d'une à 10 €. Lorsque le studio a envisagé de faire de Shrek un personnage gentil rejeté parce qu'il était un ogre, les scénaristes ont de leur côté insisté pour qu'il reste un anti-héros. Au départ, le rôle principal avait été proposé à Nicolas Cage qui le déclina par peur d'être associé à l'ogre pour le restant de sa carrière. Chris Farley fut alors engagé et enregistra la plupart de ses dialogues avant son décès prématuré le 18 décembre 1997 à l'âge de 33 ans. Avec seulement 5 jours de travail restants pour achever le projet, le studio envisagea d'engager un imitateur pour compléter les derniers enregistrements, mais finalement cette idée fut abandonnée. Après ça, le studio confia le rôle à Mike Myers qui insista pour une réécriture complète du scénario afin de créer une nouvelle vision pour le personnage de Shrek. Je voulais que ce soit vraiment bien. Les contes de fées étaient liés au système de classe. Il y avait les gens du peuple, et puis il y avait ces gens, qui étaient sans raison le roi et la reine. Ils n'ont pas été élus ou quoi que ce soit. Alors j'ai toujours pensé que les ogres étaient des gens du peuple, ayant grandi en tant que personne du peuple. J'ai essayé un accent canadien, et ça n'avait juste aucun punch. Ensuite j'ai dit, est-ce que je peux le rejouer avec un accent écossais? Parce que je sais que les contes de fées sont une forme eurocentrique. Les Écossais me sont chers. J'ai des proches en Écosse et des origines écossaises, et ce sont des gens du peuple. C'est un accent des gens du peuple. Et ils ont dit, non, on l'aime comme ça. Et j'ai dit, oh allez, laissez-moi juste essayer. Myers rapporta que Spielberg n'était pas pleinement convaincu au début, mais il a fini par adhérer à la nouvelle approche. Après avoir écouté les nouveaux enregistrements, le célèbre réalisateur adressa à Myers une lettre élogieuse. Quant aux autres personnages, de grands noms tels que Cameron Diaz pour le rôle de la princesse Fiona et Eddie Murphy pour la voix de l'âne furent sollicités. En 1997, Kelly Asbury rejoint le projet en tant que co-réalisateur pour épauler Adamson, mais ce dernier se retira rapidement un an plus tard pour se consacrer au film Spirit. Vicki Jensen fut alors engagée pour le remplacer. Pendant longtemps, le film ne savait pas ce qu'il voulait être. Et un problème est survenu. Chris Farley était mort alors que l'histoire avait été conçue autour de lui. Donc quand il est parti, l'histoire est un peu partie avec lui. Il a traversé une période compliquée pendant qu'ils essayaient de trouver le bon ton pour le film. Je pense qu'ils étaient à ça de mettre le projet au placard. Lorsque Kelly Asbury est passé à Spirit, Les Talons des Plaines, je suis devenue responsable de l'histoire avec Randy Cartwright.
Avec Andrew Adamson, qui est resté en tant que réalisateur, nous avons commencé à assembler les morceaux restants et à mi-chemin, Jeffrey Katzenberg a décidé que je devais être la réalisatrice. Quelques mois plus tard, nous avons commencé la production. Au fil des réécritures, Shrek évolue pour devenir une véritable parodie, n'hésitant pas à tourner en dérision les clichés des contes de fées et des histoires à la Disney, tout en parsemant son récit de multiples références à la pop culture. Allez, on se réveille. Allez, en route. Un instant, proche chevalier. Ne devrait-ce point être un romantique et merveilleux moment? Désolé, madame, mais on n'a pas le temps. Attendez, mais nous devons goûter la saveur de ce moment. Vous pourriez me déclamer quelques poèmes épiques? L'animation par ordinateur étant alors encore relativement nouvelle, l'équipe de production a dû constamment repousser les limites de la technologie pour créer des personnages et des environnements convaincants, poussant le budget vers la barre des 60 millions de dollars. L'un des principaux défis était de rendre les personnages, humains et non humains, aussi expressifs et réalistes que possible, nécessitant un travail minutieux dans la conception des personnages et des mouvements, ainsi que des avancées constantes dans les logiciels d'animation. D'ailleurs, l'un des premiers tests n'a été rendu public en 2023, lorsqu'il a été publié par le concepteur de production Barry E. Jackson sur sa chaîne YouTube. Insatisfait, le studio s'est alors tourné vers ses partenaires de production chez Pacific Data Image, qui ont commencé la production avec le studio en 98. À cette époque, le film Fourmise était toujours en production, et le superviseur des effets Ken Billenberg a été sollicité pour démarrer le développement de Shrek. Comme pour les films précédents, Pacific a utilisé son propre logiciel pour ses films d'animation, mais il a également profité de certains des logiciels les plus puissants du marché, notamment Maya, pour animer les cheveux de Fiona et Farquaad par exemple. Nous avons beaucoup travaillé sur les personnages et la mise en scène, puis nous avons continué à modifier la mise en scène pendant que nous faisions l'animation. Dans Fourmise, nous avions un système qui nous donnait tous les muscles faciaux sous la peau. Dans Shrek, nous avons appliqué cela à tout le corps. Donc si vous faites attention à Shrek quand il parle, vous voyez que lorsqu'il ouvre sa mâchoire, il forme un double menton, parce que nous avons la graisse et les muscles en dessous. Ce genre de détail nous a pris beaucoup de temps. Le plus gros défi était de faire en sorte que la fourrure de l'âne ait un mouvement fluide et naturel. Une fois la technologie maîtrisée, elle a été appliquée à de nombreux aspects du film, notamment l'herbe, la mousse et même les vêtements. Shrek comporte 31 séquences avec un total de 1288 plans. Aaron Warner a déclaré que les créateurs ont imaginé un environnement magique dans lequel on pourrait s'immerger. L'animation a été achevée durant l'année 2000. Bien que la société n'ait jamais confirmé cette inspiration, la silhouette du personnage principal semble être tirée d'une figure réelle. Maurice Tillet, un lutteur professionnel français immigré aux États-Unis. Atteint à l'âge de 20 ans d'un trouble hormonal entraînant une augmentation anormale de la taille des pieds et des mains ainsi qu'une déformation du visage, Maurice présente des similitudes frappantes avec la représentation de Shrek. Une des séquences du film, mettant en scène l'ogre contre tous les chevaliers, semble d'ailleurs être inspirée d'un combat de catch, évoquant ainsi le passé de Maurice en tant que lutteur professionnel. Comme c'est souvent le cas dans l'industrie cinématographique, l'œuvre a subi plusieurs retouches de dernière minute pour la peaufiner avant sa sortie. Par exemple, la séquence d'ouverture où Shrek lit un livre de contes de fées dans les toilettes a été ajoutée tardivement pour établir le ton et l'humour du film dès le départ, avec une référence à La Belle au bois dormant. Non mais comme si ça existait des trucs pareils, non mais tu parles d'un... Il est à noter que cela ne sera pas le seul film de Disney à être malmené dans cet univers, avec également des références à Pinocchio, Blanche-Neige, Peter Pan, Hercule et Cendrillon. Notre Catherinette numéro 1 est une souffre-douleur persécutée, cloîtrée dans un royaume très très lointain. Applaudissons Cendrillon. La Catherinette numéro 2, bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Allez, tout le monde se lève pour Blanche-Neige. La Catherinette numéro 3 est une rousse volcanique, Princesse Fiona. Au niveau de l'histoire, le long métrage narre les aventures d'un ogre solitaire vivant dans un marécage dont la vie tranquille est bouleversée lorsque des personnages de contes envahissent son territoire, chassés de leur terre par le méchant Lord Farquaad. Le garde champêtre? Celui qui prend son tutu pour une voilette. Le garde champêtre? Le garde champêtre. Cherchant à retrouver sa tranquillité, Shrek se rend au château pour négocier un accord. Le seigneur lui propose alors un marché. S'il parvient à sauver la princesse Fiona, emprisonnée dans une tour gardée par un dragon, il lui rendra son marécage. Accompagné d'un âne bavard, l'ogre se lance dans sa quête.
Après diverses péripéties, ils atteignent la tour et libèrent Fiona, mais découvrent qu'elle cache un lourd secret. Elle se transforme en ogre chaque nuit. Eh ben, ça explique des tas de choses. Avec un humour satirique, intelligent et rafraîchissant, le long métrage est acclamé et génère plus de 492 millions de dollars dans le monde entier. Un triomphe incontestable pour DreamWorks. Et surtout, une belle revanche pour le PDG Jeffrey Katzenberg, évincé au début des années 90 par Michael Eisner, qui lui avait refusé le poste de numéro 2 des studios Disney. Et le succès n'est pas qu'au cinéma. La VHS et le DVD sortent le 2 novembre 2001 et a rapidement battu le record de Star Wars La Menace Fantôme en devenant le DVD le plus vendu de tous les temps, avec 2,5 millions d'exemplaires écoulés dans les 3 premiers jours de sa sortie. En outre, plus de 4 millions d'exemplaires supplémentaires ont été vendus en VHS dans le même laps de temps, établissant ainsi le plus grand week-end d'ouverture de vidéo depuis Le Roi Lion en 95. Par coïncidence, le film est sorti en vidéo le même jour que Monstres et compagnie de Pixar, qui était également en salle à ce moment-là. Comme les sorties vidéo avaient traditionnellement lieu le mardi, les dirigeants de Disney n'ont pas bien accueilli cette décision, la considérant comme une tentative sournoise de détourner l'attention. DreamWorks a répliqué qu'elle avait simplement déplacé la sortie au vendredi pour en faire un événement et qu'elle prévoyait que cette pratique deviendrait plus courante pour les films importants. En tout, Shrek a rapporté plus de 420 millions de dollars grâce aux DVD et VHS avec plus de 21 millions d'exemplaires. Et encore, ce sont les chiffres de l'époque. Et je m'étais juré que je pleurerais pas. Lorsqu'on parle de l'animation au début des années 2000, impossible de ne pas évoquer la toute-puissance de Disney, maître incontesté du genre. Après une décennie marquée par une série de succès phénoménaux tels que La Belle et la Bête, Le Roi Lion et Tarzan, la maison aux grandes oreilles semblait inébranlable. Sa collaboration avec Pixar, initiée par Toy Story en 95, avait non seulement redéfini les standards de l'animation, mais également ouvert de nouvelles perspectives pour le genre, en fusionnant le charme intemporel des contes avec la puissance des images de synthèse. C'est dans ce contexte que Shrek débarque en 2001, frappant un grand coup dans un univers dominé par Disney. À l'époque, l'animation par ordinateur était encore en pleine évolution. Disney et Pixar en étaient les pionniers, et DreamWorks, bien que déjà reconnu pour Fourmise, n'avait pas encore acquis la notoriété dont jouit le studio aujourd'hui. Shrek, avec ses textures détaillées, ses environnements vastes et ses personnages aux expressions faciales riches, se positionne comme une prouesse technique. Mais là où le long métrage se distingue véritablement, c'est dans son approche scénaristique. Le film se présente comme une parodie des contes de fées classiques, mais il se contente pas de ridiculiser les histoires que nous connaissons tous. Au contraire, les scénaristes construisent même une histoire solide, à la fois drôle et émouvante. Derrière chaque blague, chaque clin d'œil, se cache une véritable réflexion sur l'acceptation de soi, l'apparence et les préjugés. Ce message d'authenticité et d'acceptation résonne particulièrement à une époque où l'apparence occupe une place prépondérante dans la société. Et avec ça, nous avons bien sûr cet humour rafraîchissant. Techniquement, vous n'êtes pas roi. Et fais le niais. Non, je disais, vous n'êtes pas roi encore. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a un peu plus? T'as une poussière dans l'œil? Oh. Oh, ce Lord Farquaad, comment est-il? Oh, il est à tomber par terre, princesse. Contrairement à de nombreux films d'animation qui se limitaient souvent à un public jeune, Shrek s'adresse à tous. Les blagues, qu'elles soient visuelles ou verbales, sont à la fois accessibles aux enfants et intelligentes pour les adultes. Cet équilibre est très rare. Le long métrage ne prend pas son public pour des imbéciles, et cela se ressent dans chaque dialogue, chaque gag. Les références culturelles enrichissent l'expérience de visionnage tout en offrant plusieurs niveaux de lecture, et le rythme est maîtrisé de bout en bout. Un autre point fort réside dans sa musique. Harry Gregson Williams et John Powell signent une bande originale envoûtante qui accompagne parfaitement les aventures des personnages. Mais il y a aussi une sélection de chansons pop qui ont marqué leur époque. Le choix des morceaux, qu'il s'agisse de All Star ou encore d'Alléluia, est tout simplement excellent. Enfin, impossible de parler de Shrek sans mentionner la qualité de son doublage, que ce soit en version originale ou en version française. Le casting est tout simplement exceptionnel. En anglais, Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz donnent une énergie et un charisme incomparables. Et en version française, Alain Chabat, Mendondo et Barbara Tissier relèvent le défi avec brio, offrant une adaptation qui n'a rien à envier à la version originale. Alors c'est ça, le château de Lord Farquaad. Il aurait pas comme quelque chose à compenser ton Lord. S'il reste un chef-d'œuvre indéniable, il est vrai que plus de 20 ans après sa sortie, certains aspects techniques montrent des signes de vieillissement.
Les progrès fulgurants de l'animation au cours des 2 dernières décennies rendent certaines textures ou animations un peu datées. Toutefois, cet aspect est à relativiser, car il témoigne aussi du chemin parcouru par l'industrie de l'animation depuis cette époque. Bref, c'est une œuvre culte qui a su redéfinir les standards du genre. Grâce à une animation bien travaillée, un scénario intelligent, un humour percutant, une bande-son mémorable et un doublage exceptionnel, Shrek s'est imposé comme un pilier du cinéma moderne. Un film à voir et à revoir pour les petits comme pour les grands. Les acteurs principaux de ce film ne se sont jamais rencontrés lors des enregistrements. John Lithgow, qui prêtait sa voix à Lord Farquaad, a admis plus tard qu'il avait apprécié jouer ce rôle, mais qu'il était un peu déçu de ne jamais avoir eu l'occasion de travailler directement avec Mike Myers, Cameron Diaz ou Eddie Murphy. La chanson All Star, entendue dans le générique d'ouverture, n'était à l'origine qu'une solution provisoire utilisée pour les projections test, en attendant de trouver une nouvelle chanson. Mais le public a tellement aimé cette chanson que les producteurs ont décidé de la conserver. Alan Rickman avait été pressenti pour incarner Lord Farquaad, mais comme on le sait tous, il a finalement décliné l'offre pour se consacrer au rôle du professeur Severus Rogue dans Harry Potter. La scène où la princesse Fiona rote a été ajoutée au scénario après que Cameron Diaz a involontairement roté lors d'une séance d'enregistrement après avoir bu du coca. Les créateurs ont trouvé ce moment si amusant qu'ils ont décidé de l'inclure dans le film. Le département des effets spéciaux a pris des douches de boue pour observer et étudier la texture et le mouvement de la boue afin de pouvoir la représenter de manière réaliste dans le film. Avant la sortie du film, les avocats de DreamWorks ont été appelés à le visionner car le studio avait peur que Disney puisse engager des poursuites en raison de nombreuses références satiriques à peine voilées aux films et parcs à thème de la société. Les créateurs voulaient s'assurer que le film ne franchisse pas de limites juridiques tout en conservant son ton satirique. En 2007, Jeffrey Katzenberg a affirmé que ce film avait non seulement sauvé DreamWorks sur le plan financier, mais qu'il avait également contribué à forger l'image de la société. Ce succès a ouvert la voie à la réalisation de films emblématiques tels que Madagascar, Kung Fu Panda et Dragons. Une fée faisait initialement partie du scénario, mais son personnage a été supprimé dès le début de la production. Elle a finalement fait son apparition dans la suite. La porte des toilettes dans Shrek est décorée d'un croissant de lune qui est le logo de DreamWorks. Les réalisateurs avaient initialement prévu d'ouvrir le film avec une scène montrant le logo se fondant dans la porte des toilettes, mais ils ont finalement décidé d'abandonner cette idée. La production de Shrek était tellement éprouvante que DreamWorks l'aurait utilisée comme une sorte de punition interne. Les animateurs qui faisaient des erreurs sur le prince d'Égypte étaient réaffectés à Shrek. Ce processus était surnommé « se faire shrekiser ». Et voilà, c'est tout pour le premier Shrek. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.